8.4, la fréquence utile. Top Congo, il est 19h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Salomon Kalonda sera devant ses juges de la cour militaire de Kinshasa-Gombe à la prison de Ndolo. Le haut représentant de Moïse Katumbi pour le Grand Kivu a été notifié lundi à ce sujet. Top Congo FM. 26 bandits arrêtés, 11 armes et 11 chargeurs et puis un lot important de munitions récupérées. C'est le bilan des opérations menées par les éléments de la 32e région militaire et la police nationale contre une bande de criminels en provenance de la province de la Chopo. C'est hors la loi opérée dans le territoire de Mambasa et environ dans la province de l'Ituri. Top Congo FM. L'état de siège dans la province de l'Ituri et au Nord Kivu sur les 3 options que les participants examinent à la table ronde de Kinshasa. Il y a 2 voies qui se dessinent, qui pourront être choisies. Dans chaque camp, les raisons sont avancées en s'appuyant sur la Constitution. Certains opérateurs politiques estiment que ce débat devait plutôt faire l'objet de la convocation d'une session extraordinaire du Parlement. Top Congo Dans la FM. province du Kasaï, au moins 25 maisons détruites par le feu de brousse au village Mwemba Poutou, dans le groupement de Bakwafuyi, dans le secteur l'entre Kasaï-Luanga, Chimou, dans le territoire de Chikapa. Top Congo FM. Célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, les femmes de la RDC appelées à allaiter leur bébé jusqu'à l'âge de 6 mois après la naissance. C'est le vice-ministre de la Santé publique qui a lancé cet appel depuis la province de Lualaba. Le respect de cette mesure permet la réduction du taux de mortalité infantile. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, Salomon Edi Kalonda sera devant ses juges de la cour militaire de Kinshasa-Gombe à la prison militaire de Ndolo ce jeudi 17 août. Le haut représentant de Moïse Katumbi pour le Grand Kivu a été notifié lundi pour maître Hervé Diakessé, l'un des membres du collectif de la défense. Le dossier de son client est vide. On l'écoute. Salomon Escadela a reçu une notification de comparaître devant la cour militaire pour ce jeudi à 9h dans les locaux du centre pénitentiaire militaire de Ndolo. C'est une audience publique? C'est une audience publique, indépendamment du cadre dans lequel elle se tiendra. Effectivement, constitutionnellement parlant, ça reste une audience publique où le débat est contradictoire, où il doit être clairement démontré à la face du monde que d'une part, Salomon Kalonda Dela n'a rien à faire devant une juridiction militaire et en tout état de cause n'a rien à faire devant la justice. Quels sont les griefs retenus à sa charge? Écoutez, je ne voudrais pas anticiper avant les débuts d'audience. La seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui, les raisons pour lesquelles on l'avait interpellé, notamment l'affaire du fameux pistolet Jericho, n'ont même pas été retenues. Nous nous préparons comme des avocats qui sont sûrs de l'innocence de leurs clients. Nous nous préparons comme des avocats qui vont faire bloc face à une injustice flagrante. Il sera seul face au juge ou il y a des co-accusés? Nous n'avons vu dans son dossier aucun élément qui démontre qu'en dehors de lui, il y ait eu quelqu'un d'autre qui soit son co-accusé ou son consort. Maître Hervé Diakessé, l'un des avocats de Salomon Edi Kalonda, et pour Christian Mwando, au représentant de Moïse Katumbi pour le Grand Katanga et cadre d'ensemble pour la République. L'état de santé de son camarade Salomon Kalonda est préoccupant. On l'écoute. Moi, j'ai eu à voir monsieur Salomon Kalonda Edi à la prison de Ndolo. Son état de santé est très mauvais. Il m'a dit lui-même qu'il a eu à être consulté par les médecins qui ont été organisés par la prison. On attend les résultats. Mais en ce qui concerne les médecins, il a semblé me dire, et c'est le cas, on le constate, que tout ce qui touche au dossier de Salomon, il y a une lourdeur parce que les gens disent que c'est un dossier qui est traité en très haut lieu et que personne n'ose se prononcer sur le cas qui le concerne. Bien évidemment, vous avez constaté que tout ce qui a été donné comme allégation concernant Salomon a été battu en brèche. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gouverneur intérimaire du Maniema qui va jeter en pâture encore une fois Salomon en citant des éléments qui auraient dû normalement dans un pays sérieux
être des éléments d'enquête, soit disant une personne qui kidnappait les gens à Kinshasa et qui est enfouie au Maniema, à Kindu, qui aurait été arrêté et attrapé avec les polos de Salomon, le canot de Salomon. Est-ce que ce monsieur est procureur? Et quel est son moral aujourd'hui, Salomon? Son moral est toujours fort. Mais vous savez, dans des cas pareils, ce qui nous manque, c'est peut-être pas nous-mêmes, mais c'est plutôt nos familles qui en souffrent davantage. Christian Mwando, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Direction la province de l'Ituri où 26 bandits ont été arrêtés, 11 armes, 11 chargeurs et un lot important de munitions récupérées. C'est le bilan des opérations menées par les éléments de la 32e région militaire et la police nationale congolaise contre une bande de criminels en provenance de la province de la Chopo. Si alors la loi opérait dans le territoire de Mambasa et environ. Plus pour le gouverneur militaire, les filles et fils de la province doivent se réconcilier pour barrer la route aux ennemis qui viennent de l'extérieur. On écoute le lieutenant général Johnny Luboya. Aujourd'hui, si nous créons le désordre ici chez nous en Ituri, mais ça va devenir l'endroit privilégié pour que, n'est-ce pas, tous les criminels de grand renom viennent opérer. La dernière fois, on a eu des armes ici. On a eu 2 armes collectives, les PKM, qui sont arrivées ici, qui venaient de la Chopo. Nous avons maintenant toute la chaîne. Comment est-ce que les armes et les munitions viennent de la Chopo pour entrer ici chez nous? Pourquoi? Parce que nous avons créé aussi des petits endroits comme ça, incontrôlés, où les gens peuvent venir agir. Le message aux Ituriens, c'est quoi? Soyons unis, réconcilions-nous, pardonnons-nous, pour ne pas permettre aux mauvaises personnes de venir agir ici. Et là, c'est aussi le moment pour moi, non seulement de donner un message pour ceux qui sont ici, toute la population, mais pour ceux qui sont aussi à la table ronde. Allez-vous parler de la réconciliation? Allez-vous parler du pardon? Allez-vous donner la paix? Nous sommes là, c'est vrai. L'état de siège peut partir à n'importe quel moment. Le travail que vous avez admiré aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Et c'est ce que nous attendons, que l'Ituri soit comme une équipe. Dieu donnait l'OSA. Il est allé à Kinshasa pour dire que moi, j'ai donné des ponclins, des machines pour l'extraction d'or au Codeco. Il ne peut pas les vérifier vraiment, mais juste parce qu'il veut dénigrer une grande autorité. Il est pour quelle armée? En tout cas pas pour les FARDC. Parce qu'à partir de lui, il y a un autre qui a parlé, Nanga. Nanga a parlé aussi, parce que l'OSA l'a dit. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya. Et on parle de la poursuite des travaux de la table ronde sur l'état de siège au palais du peuple. Les débats ne se sont pas déroulés dans la sérénité dans l'une des commissions. Le modérateur, le rapporteur et plusieurs membres de la commission maintien de l'état de siège ont claqué la porte pour rejoindre une autre commission. Selon Alexis Bionga, député provincial de l'Ituri, il y a tendance à imposer aux participants un plan déjà conçu. On l'écoute. Sans notre consentement, nous avons été affectés dans la commission des maintien d'état de siège. Hier, nous avons bien débuté les travaux, nous avons construit les bureaux. Aujourd'hui, nous avons repris le travail. Réellement, nous nous sommes rendus compte que les débats n'étaient pas indépendants. Parce que nous avons été affectés dans cette commission-là sans que nous soyons consultés. Nous avions l'idée de vouloir étoffer les arguments qui avaient été préparés par la table préparatoire. Curieusement, la facilitation et d'autres membres de la plénière n'ont pas voulu que nous puissions mettre nos vies en considération. Tenant compte de la gravité de la situation qui prévaut chez nous et du mal que l'état de siège est en train de commettre chez nous, nous avons décidé de claquer la porte de cette commission-là et de rejoindre la commission naturelle voulue par la population, celle relative à la levée pure et simple de l'état de siège. Je suis honorable Alexis Bahunga, j'ai été élu rapporteur de la commission maintien de l'état de siège et moi et le modérateur président de la commission et les autres membres, nous venions de décider de quitter la plénière. Et pendant ce temps, à la commission requalification, les débats se sont poursuivis dans la sérénité. Selon Joachim Kimbalé, un autre député provincial, les travaux sont en voie d'être bouclés. On l'écoute. D'une manière générale et presque unanime à la grande majorité écrasante, la tendance est la non-requalification de l'état de siège. Bien sûr, il y a un argumentaire quant à ce, c'est que requalifier l'état de siège revient à maintenir ou au maintien de cet état de siège. Et nous sommes acquis sur invitation du chef de l'État. Et il nous a mis devant nous notre responsabilité pour que nous puissions débattre ces 3 thématiques, à savoir la levée pure et simple
de l'état de siège ou le maintien. Et au finish, la troisième possibilité, c'est la requalification. Et comme je vous le disais, ma commission a opté pour la non-requalification, étant donné que le mot requalification n'a pas eu un soubassement juridique ni constitutionnel. Et le conseiller principal du chef de l'État en matière politique et élection participe à ces travaux. Jacquemain Chabani a insisté sur la nécessité d'échanger sans passion pour que de ces travaux se dégagent des bonnes propositions à soumettre au chef de l'État. On l'écoute au micro de Walter Couille. Dans l'organisation, nous avions identifié 3 thématiques et nous nous sommes permis de les répartir sans les connaître et sans connaître les opinions des uns et des autres, mais de les répartir à la veille dans les 3 sous-commissions, les 3 thématiques. Et ici, il est question que lorsque vous êtes dans une thématique, de donner d'enrichir cette thématique. Que c'est vrai, le constat fait, c'est que les participants sont venus avec beaucoup de passion parce qu'effectivement, ils vivent cette réalité-là au quotidien. Mais c'est une activité consultative. Le chef de l'État avait besoin d'être enrichi par les avis et considérations des personnalités conviées à cette table ronde pour lui permettre, dans la discrétion de ses fonctions, de lever et de prendre la décision qui va être prise. Nous sommes en train de clôturer. Le Premier ministre, chef du gouvernement, va venir participer à la plénière. Il n'est pas question d'aller au-delà. Jacquemain Chabani, le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions politiques et électorales. Et pour sa part, Gustave Omba, notable de la province du Maniema et ancien membre de la plénière de la CENI, le débat devait plutôt faire l'objet de la convocation d'une session extraordinaire au Parlement. On l'écoute. Le format que le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État, a opté, c'est un format qui s'assimile à une action de parlementaire debout. Vous savez que les grandes décisions de ce genre devaient se prendre comme cela a été sous la forme au niveau institutionnel. Le Parlement, les 2 chambres réunies, se sont engagés à pouvoir renouveler toutes les fois que vous connaissez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a empêché à ce que ça soit sous ce même format? Parce que ce sont eux qui ont eu les rapports de l'ensemble d'opérations qui se font sur le terrain. Je pensais qu'il était important qu'on puisse procéder par convoquer un congrès pour que le ministère de l'Intérieur et de la Défense, au regard du rapport qu'ils perçoivent de ces 2 provinces qui ont été gérées d'une manière exceptionnelle, puissent présenter l'ensemble de problématiques qui justifieraient de la nécessité de pouvoir lever la mesure ou de continuer. Mais ceux qui ont été convoqués, ce sont les élus des 2 provinces concernées. Les sensibilités autour de la manière dont les choses se sont faites ne doivent pas se gérer dans un format de la table ronde avec tous les citoyens de tous bords. Ça devait demeurer sur le schéma institutionnel. Est-ce que les civils peuvent faire mieux que les militaires s'ils rentrent aux affaires? Mais si les militaires qui ont les armes n'ont pas réussi à changer, en quoi est-ce que les civils le feront? Gustave Omba, notable de la province du Maniema. On retourne à Kinshasa pour parler des éléments du bureau 2 de la police qui ne sont pas opérationnels depuis la décision du commissaire provincial de la police, Blaise Kilimbalimba, car il n'y a aucun bulletin de service signé à ce sujet. C'est Miroger Seka, conseiller du commandant de la police de Kinshasa, qui l'affirme. Il précise que ceux qui opèrent actuellement appartiennent à d'autres services. On l'écoute. Les consignes du général Blaise Kilimbalimba est respectée à la lettre, je vous dis, est respectée à la lettre. La preuve en est qu'il n'existe plus de bureau D de la police. Il y a une confusion. C'est-à-dire, le bureau D que vous voyez, la police n'est pas le seul à voir, la police nationale congolaise à voir le bureau D. Il y a aussi d'autres services. Selon les témoignages, ces éléments ont des bureaux au sein des bureaux de la police dans la commune, dans la maison communale. Ben, vous savez, il y a tant de services dans les communes. Tous ces services-là travaillent en synergie. Et on vous a déjà parlé du bureau de l'ANER. Ça n'existe pas. On ne peut pas vous parler de bureau D de la police. Les images, surtout, nous voulons parler des images. Les images qu'on est en train de trafiquer sur les réseaux sociaux, soit disant le roulage qui font du travail, ce sont des anciennes images. Tout simplement pour saper l'image et le travail aussi noble
qu'a compris le général Blaise Kilimbalimba. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence. Utile de Kinshasa. Programme de développement local des 145 territoires. Les travaux sont exécutés à plus ou moins 77% dans le territoire de Dungu, situé à 220 km d'Isiro, dans la partie nord-est de la province du Haut-Uélé. L'autorité territoriale qui a visité les travaux indique que 10 bâtiments sont déjà réalisés sur les 16 initialement prévus, notamment 10 bâtiments pour les écoles, 5 pour les centres de santé. Le dernier ouvrage, c'est celui du bureau du territoire de Dungu qui est en cours de construction, comme explique Marcel Abul, l'administrateur du territoire de Dungu, au micro d'Alain Panguimo, le correspondant de Top Congo dans la province du Haut-Uélé. Les derniers ouvrages à réaliser dans la première phase, parmi les 16 ouvrages des bâtiments administratifs du territoire de Dungu, on a finalisé complètement. Le projet Sakara 5 territoires se comporte très bien dans les territoires de Dungu. Le territoire de Dungu prend la tête parmi les 6 territoires de Haut-Uélé dans le cadre des projets Sakara 5 territoires. 16 bâtiments, on a déjà eu à réaliser 10 pour les écoles, 5 pour les centres de santé, et ça c'est le dernier ouvrage ici, les bâtiments administratifs du bureau des territoires. Le projet Sakara 5 territoire a été très bien accueilli par la population de Dungu et ses autorités. Prenons les autorités aussi traditionnelles. Cette collaboration-là, cette manière-là d'accueillir les projets Sakara 5 territoire, que la population puisse continuer dans ce sens-là, accompagner les projets. L'ouvrage que le chef de l'État est en train de réaliser, ce n'est pas pour les chefs de l'État. Ça, c'est pour la population des territoires de Dungu. L'ouvrage va rester au bénéfice pour le développement des territoires de Dungu. C'est pourquoi la population doit s'approprier ces projets ici, veiller sur la qualité de l'ouvrage, accompagner les travaux, surveiller. Là où ça ne marche pas, venez nous signaler. Marcel Abul, l'administrateur du territoire de Dungu dans la province du Haut-Uélé. Dans la province du Congo central, on parle du calvaire des usagers routiers sur l'axe Kinshasa-Matadi. Il faut mettre plus de 4 heures pour relier le pont Pozo au centre-ville de Matadi. Les entrées et sorties de la ville posent sérieux problèmes à cause notamment de la perturbation dans la circulation. Le député national Muller Lutelou, qui a fait le constat, sollicite l'implication des autorités compétentes pour réglementer la circulation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Dani Kindajita. L'entrée et la sortie de la ville de Kinshasa, c'est vraiment une mer à boire. Les véhicules qui quittent Kinshasa ne savent plus avancer vers Matadi et ceux en provenance de la province du Congo central n'ont même pas accès à d'entrer à Kinshasa avant 22h. Mais maintenant, on assiste à une histoire incommensurable et les véhicules transportant des vivres frais, des citernes, ne peuvent pas accéder à Kinshasa. Comme vous savez bien que sur la nationale numéro 1, c'est une route à 2 bandes. Avec tous ces véhicules qui ne savent plus bouger, sortir à Kinshasa devient une mer à boire. On peut se présenter à Mitendi à 14h, on va quitter vers 21h, 22h. Et il y a même des gens qui font les pieds des Kassangoulou jusqu'à Kinshasa. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement Kinshasa et Congo central de se mettre ensemble, de permettre aux véhicules remorques contenant des vivres frais et de véhicules citernes transportant des produits inflammables, de pouvoir rentrer à Kinshasa sans attendre. Et ceux en provenance de Kinshasa puissent encore sortir sans qu'on puisse les déranger, qu'il y ait quand même un peu plus de sécurité pour que ces véhicules puissent rouler la nuit. Le député Muller Lutelou, élu de la province du Congo central. Il y a trop de taxes à payer sur la route nationale du Grand Bandoudou. La ville de Kinshasa risque d'être privée des produits agricoles venant de cet espace. Les transporteurs payent plus de 600 000 francs congolais dans les différentes barrières qui y sont installées. En plus, les transporteurs sont obligés de payer des amendes exorbitantes au péage de Menkao, variant entre 500 à 1500 $ américains sans quittance. Témoignage de Luc Toumba, transporteur sur cette voie, qui dénonce également une double taxation par la ville-province Kinshasa. Les amendes sont taxées en sol congolais en dollars, 500 $, 1000 $, 10 000 $. Ce péage
est une épine pour nous. C'est ce qui crée la rareté des produits agricoles dans les marchés de la liberté, Kinshasa, Nasuka, Kingasane, Mobutu, Kianza et consorts. Quitter qui coûte jusqu'à Kinshasa par véhicule pour les différentes barrières, il faut payer déjà 600 000 francs. Le minimum. Quand vous arrivez au niveau de Mongata, il y a tous les services pour la ville de Kinshasa. Dommage. Dans la ville de Kinshasa, il y a encore les péages installés par les Chinois, les péages de Menkao. C'est un problème sérieux. Tout cela va faire que les prix des produits agricoles puissent augmenter. Mais, drôle de choses, ils vont nous taxer d'amende forfaitaire exagérée, 2000, 5000, 1500, et même qui exigent ces amendes, drôle de choses, bien qu'en dollars, ce sont eux qui prennent l'initiative pour vous dire, vous négociez, vous faites à 300, à 400, vous allez. Dès qu'on vous donne le montant négocié, on ne vous donne pas de pièces justificatives. On vous laisse partir. Nous sommes dans quel pays? Luc Toumba, un transporteur poids lourd. Et puis l'école de coaching continue pour les entrepreneurs congolais. Après la formation sur la guidance, ces entrepreneurs apprennent les études préliminaires à un investissement. D'après le professeur Jean-Paul Couvreur de l'Université de Louvain, cette formation vise essentiellement à renforcer les capacités des participants. On l'écoute au micro de Jean-Cy Makwala. La plupart des prestataires et d'appui au développement des PME sont chargés d'élaborer ce qu'ils appellent le plan d'affaires. Et ça paraît un objet un peu mythique, extraordinaire, ayant des capacités étonnantes. Mais en réalité, si vous voulez, le plan d'affaires n'est que l'aboutissement d'efforts opérés en amont à travers les études préliminaires. Et en réalité, il n'y a pas toujours une bonne conscience exacte des exigences que les études préliminaires peuvent comporter. Ces études préliminaires, c'est lesquelles? C'est certainement une étude de marché, certainement aussi une étude technique sur la manière de produire le service ou le bien que l'on veut commercialiser. Mais c'est aussi une étude éventuellement sur les ressources humaines, ce qu'on va les trouver, qu'est-ce qu'elles coûtent, est-ce qu'il faut une assistance technique. Bien, le but, c'est de rassembler des gens qui sont directement concernés. On n'a pas pris n'importe qui. Nous avons pris des coachs, nous avons pris des incubateurs, nous avons pris des experts managériaux, nous avons pris des experts qui provenaient de certaines institutions qui ont pour objet d'aider à monter des dossiers. Et nous voulions, d'une part, échanger sur les pratiques qu'ils ont et voir de manière comparative ce que l'un faisait et que l'autre ne faisait pas, qui pouvait être utile aux autres. Et d'autre part, moi j'étais là pour essayer de structurer tout ça, de donner un aspect un peu systématique à tout cela. Le professeur Jean-Paul Couvreur. Droit du numérique et droit d'OADA, c'est sous ce thème que le cabinet Tetika Société Civile Professionnelle organise en date du 18 au 23 août une session de formation annuelle au cours de laquelle les participants auront des connaissances entre autres sur la procédure civile à l'heure du numérique, la cybercriminalité et tant d'autres. C'est ce qu'indique Maître Prosper Tetika, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, expert en droit numérique, qui sont conviés à cette activité et quelles sont les conditions à remplir avant d'y participer. Élément de réponse avec lui au micro de Myriam Boketchou. Cette année, 5 thèmes seront développés. Aperçu général sur ordonnance loi 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique, procédure civile à l'ère du numérique, procédure pénale à l'ère du numérique, cybercriminalité et les voies d'exécution OADA. Cette session de formation est destinée aux avocats, aux magistrats, aux défenseurs judiciaires, aux experts comptables, aux huissiers de justice, aux juristes d'entreprise ainsi qu'à toutes les personnes intéressées et même aux étudiants. L'objectif poursuivi dans cette session de formation est justement le renforcement des capacités des professionnels du droit, mais aussi le partage d'expériences sur des questions de droit nouveau comme la question du droit du numérique, mais également des questions récurrentes comme celle des voies d'exécution OADA, dont d'ailleurs notre pays, la République démocratique du Congo, assure la présidence en cette année 2023. Nous invitons donc toutes les personnes intéressées par cette session de formation à contacter le cabinet Tetika à l'immeuble Cadeco, place des Évolués au rez-de-chaussée, ou à nous contacter directement au téléphone au 099 99 49 177. Cette session de formation sera sanctionnée par un brevet de participation à destination de toutes les personnes qui y prendront part. Maître Prosper
Tetika. Dans la province du Sud Kivu, toute personne qui se livrera au tapage diurne ou nocturne dans la ville de Bukavu sera passible à une amende ne dépassant pas 200 000 francs congolais. Décision contenue dans un communiqué officiel signé par le maire de Bukavu, Zenon Karumba, est rendu public mardi. Celui-ci dit avoir constaté que le tapage diurne et nocturne ont pris de l'ampleur dans le chef-lieu de la province suite à la production sonore intense dans des églises, bars, nightclubs, terrasses et lors des cérémonies festives et funéraires, violant délibérément les principes de civilité et de bon voisinage. Cette situation, d'après le maire, empêche la population à se concentrer au travail pendant la journée, à se reposer dans la tranquillité pendant la nuit. Zenon Karumba invite les habitants de Bukavu à s'approprier cette décision en dénonçant tout cas de tapage diurne et nocturne. Parlons éducation à présent, préparatif de l'année scolaire 2023-2024. Les inspecteurs de l'EPST évaluent les activités de l'inspection scolaire 2022-2023, un exercice laborieux qui va leur permettre de relever les forces et faiblesses qui ont caractérisé le travail d'inspection l'année scolaire passée. Durant 4 jours, ils vont réfléchir sur l'apport de l'inspection dans la bonne gouvernance et la recevabilité pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Jacques Audia, inspecteur général à l'EPST, qui a ouvert les travaux de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2022-2023, a invité les inspecteurs à faire une évaluation sans complaisance parce que la qualité de l'enseignement en dépend. Il a rappelé quelques antivaleurs qu'il faut à tout prix combattre et éradiquer. Jacques Oudia, inspecteur général à l'EPST, et Tomiko Mamichela. Il faut une certaine introspection, c'est-à-dire nous allons nous regarder nous-mêmes, nous les inspecteurs. Qu'est-ce que nous avons fait au courant de l'année 2023? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, est-ce qu'il y a lieu de corriger? Oui, il y a nécessité de faire marcher les choses. Et là où ça a marché, il y a nécessité d'améliorer. Voilà ce que nous avons. Comme vous le savez, la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo dépend du travail de l'inspecteur. C'est lui le bras séculier du ministère. C'est lui qui entre, qui constate et qui fait des propositions à l'autorité. Et s'il y a de mesures préventives à prendre, l'inspecteur les prend avant d'attendre la décision de l'autorité. Il faut éradiquer les antivaleurs. Quand on vous dit il ne faut pas corrompre, il ne faut pas faire sortir un cahier d'items à travers le hublot, à travers la fenêtre, il ne faut pas le faire. Et c'est lui qui le fait, il faut le punir. Il n'y a pas de mystère à faire. Il faut punir, il faut sanctionner et il faut abandonner. Ceux qui sont prêts à abandonner, il faut les accompagner. On fera route avec. Mais ceux qui n'abandonnent pas, tout ce qu'il faut faire, c'est de les éjecter hors du circuit, hors du système. Donc, il faut dire que les inspecteurs vont réfléchir sur l'apport de l'inspection de la bonne gouvernance et la redevabilité. Il y a 2 semaines de la rentrée scolaire, les écoles se préparent à recevoir les bleus et blancs déjà lundi 4 septembre à l'école Saint-Sacrement à Delvaux dans la commune de Galima par exemple. L'heure est à la préparation des documents pédagogiques et au réaménagement donc des salles de classe. De leur côté aussi, les parents se préparent pour ce grand rendez-vous. Détail, Béromatanda. Coup de peinture par-ci, coup de marteau par-là, c'est l'ambiance qui règne à l'école Saint-Sacrement à Delvaux dans la commune de Ngaliema. Le but est de rendre ces lieux d'apprentissage attrayants pour une bonne nouvelle année scolaire. Dans les bureaux, les administratifs sont concentrés à ranger les documents pédagogiques et étudient comment aménager les salles de classe avant le 4 septembre prochain. Des réunions en réunion, le personnel administratif prépare également le retour des enseignants à partir de ce 22 août déjà. Eugène Zeba Ifouaniki Sakanza est directeur adjoint à l'école Saint-Sacrement. Nous avons déjà les listes des élèves que nous avons déjà mises en place. Il y a maintenant des dispositions que nous sommes en train de prendre aussi pour les documents des enseignants parce que quand ils vont rentrer, il faut qu'ils trouvent les documents pédagogiques. Et puis, il faudrait aussi que nous puissions réaménager nos locaux, les salles de classe, chose qui est en train d'être faite. Et puis, le liste aussi que nous aurons à afficher parce qu'il faudrait que les enfants trouvent vraiment déjà la gaieté dès qu'ils seront là. Et nous sommes en train de mettre en marche. Et il y a aussi des réunions que nous préparons. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le CIRECOL, vous nous voyez. Parce que la réussite dépend de la première journée de la rentrée, il faut le savoir. Donc nous sommes en train de mettre les bâtons en marche
de manière à ce que nous puissions exceller comme toujours. Du côté des parents, les bras ne sont pas croisés. L'achat des objets classiques et la paie des acomptes sont deux préoccupations qui les hantent. Cette dame rencontrée au centre-ville nous relate sa situation. Prête, totalement non, parce que je n'ai pas encore tout acheté. Les cahiers j'ai acheté, les uniformes j'ai acheté à moitié parce que l'école fournit quand même des chemises. Sacs, bon, j'ai quand même acheté des sacs. Donc, il me reste de payer la compte et puis acheter des ketchup pour les enfants. Bon, abordable, ça dépend aussi des qualités, hein. Les premières qualités, c'est cher et deuxième, troisième qualité, là, c'est quand même passable. Même la marque des cahiers, il y a des cahiers au cours assez chers, comme d'habitude, mais d'autres marques, c'est passable, quoi, c'est passable. Dans plusieurs autres écoles, les inscriptions se poursuivent. Sur le marché, un mètre de tissu bleu coûte 6 à 7 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Le tissu blanc est à 3 500 francs le mètre. Un paquet de cahiers varie entre 4 500 et 9 000 francs. Un paquet de stylos est à 15 000 francs. Les baskets varient entre 10 et 40 $. Les prix des sacs varient entre 5 et 50 $, c'est selon la qualité. Le bureau Matanda. Et puis on parle du malaise entre le ministre et le ministre de la Jeunesse et le président du Conseil national de la jeunesse. Quelques mouvements citoyens et associations des jeunes exhortent les partis en conflit à privilégier le dialogue et éviter toute forme de préjugés en vue de promouvoir la résolution rapide du conflit. Dans une déclaration conjointe rendue publique, ces structures des jeunes disent être disposées à faire la médiation. Extrait de la déclaration lu ici par Nira Kaninda, coordonnateur du mouvement ECHA et porte-parole de circonstances au micro de Rémi Moulungati. Considérant la responsabilité qui incombe aux jeunes de déterminer positivement les changements et les développements de la République démocratique du Congo, particulièrement en cette période électorale, nous recommandons ce qui suit. Au ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Munkuluzola, de privilégier la logique du dialogue propice à la recherche de la solution en s'impliquant pleinement et éviter toutes les formes de préjugés, tout en mettant en évidence les compromis, la collaboration et la coopération en vue de promouvoir la résolution efficace et efficiente du conflit avec William Mukambila. Au président du Conseil national de la jeunesse, de privilégier également la logique du dialogue avec les ministres pour promouvoir la recherche de la solution active favorisant les leaderships éthiques qui déterminent les valeurs partagées qui constituent des raisons d'agir acceptables par l'autorité des tutelles. Sous réserve du consentement du ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Munkuluzola, et du président du bureau du Conseil national de la jeunesse, suspendu William Mukambila, nous accordons d'offrir les bons offices propices au règlement pacifique qui rétablirait les climats relationnels de confiance, de paix, de collaboration et coopération, ainsi que l'unité et la cohésion propice à la nouvelle citoyenneté. Nira Kaninda, coordonnateur du mouvement citoyen ECHA. Entre-temps, tous les médias de la ville de Likasi, située à 120 km de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, sont réduits au silence depuis dimanche. Selon le directeur de Héros Télévision de Likasi qui donne l'information, c'est suite au vol des câbles électriques qui alimentent le mont des antennes situé dans la commune de Panda où se trouve le signal de 15 émetteurs de la ville qui est à la base de cette situation. Un problème qui a aussi plongé la grande partie de la ville de Likasi dans le noir. Écoutez Freddy Luboya, directeur des programmes de Héros TV de Likasi au téléphone de Patient Lukusa. Il faut signifier que Likasi, c'est une ville montagneuse, ce qui fait que tous les émetteurs sont placés au mode des antennes. Nous émettons par faisceau. Fait que c'est depuis dimanche à 22h, il y a eu un court-circuit au niveau de l'usine de Gécamine qui a fait à ce qu'il y avait coupure. Tous les médias sont dans les noirs. Les médias n'émettent pas parce que là où il y a les émetteurs, il n'y a pas l'électricité. Au-delà de ça, nous venons d'apprendre qu'il y a eu vol du câble du fil caténaire qui alimente ces secteurs. C'est au total combien de médias? Une dizaine? Oui, à Likasi, nous avons une dizaine de radios et télévisions qui sont placées au monde des antennes. Est-ce qu'il n'y a pas de mesures prises pour décanter la situation? Il faut signifier qu'il n'y a pas que les médias qui sont privés d'électricité. Il y a aussi les unes Chitourou, reprise de Gécamer. Ils ont commencé les démarches pour décanter la situation, mais jusque-là, ils n'ont pas encore terminé.
Freddy Loubouya, directeur de la télévision Héros Télévision à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Dossier directeur général de l'OGFREM, on annonce une réunion entre les ministres et les membres de cette office. Le professeur Pascal Auguste Piana lui a réagi. Il indique que le directeur général de l'OGFREM aurait dû opérer un choix lorsqu'il a été nommé mandataire à la société Congo Airways, car même si son entreprise est actionnaire au sein de la compagnie nationale d'aviation, il ne peut cumuler les 2 mandats. On l'écoute. Une autre cacophonie est de dire que M. Kazumba est administrateur parce que l'OGFREM est associé de Congo Airways. C'est la confusion que l'on fait entre une assemblée générale et un conseil d'administration d'une entreprise du portefeuille. L'assemblée générale est l'organe des décisions. On y retrouve tous les associés, ainsi les DG de l'OGFREM, parce que celui-ci est associé de Congo Airways. Les DG de l'OGFREM siègent au sein de l'Assemblée générale de Congo Airways en qualité de représentants de l'OGFREM et non en qualité de mandataire public de l'État. Dès lors qu'un DG de l'État dans un autre établissement public, dans une autre entreprise du portefeuille de l'État, qu'il soit actif ou passif, il tombe sous le coup du cumul et il doit tirer toutes les conséquences. On tend à légitimer une illégitimité, à légaliser une illégalité en s'appuyant sur des cas similaires, disant qu'il y a d'autres personnes dans la situation de cumul, mais qui continuent tout bonnement à combiner les deux. Les textes sont clairs. Et M. Kazumba et tous les autres mandataires qui sont dans une situation de cumul des mandats d'administrateurs doivent tirer les conséquences. J'en appelle au chef de l'État, c'est lui qui veille au respect de la Constitution et de toutes les lois de la République, suivant les pouvoirs reçus de l'article 69 de la Constitution, à ouvrir l'œil et le bon dans cette matière précise. Le professeur Pascal Auguste Piana. Et puis, on parle d'une note politique, encore des réactions après la publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables pour la députation nationale. La fondation Omari Bignongo salue la détermination de la CENI à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Pour le président de sa structure, il est temps pour tous les compétiteurs de travailler pour la tenue effective des élections le 20 décembre et d'en suivre des propos tendant à décourager ces scrutins. On écoute Omari Bignongo, président de la fondation qui porte son nom. La fondation Omari Bignongo a suivi avec satisfaction la publication des regroupements et le parti politique ayant rempli les seuils électoraux par la CENI. Cependant, nous encourageons tous les compétiteurs à se préparer désormais aux élections de décembre 2023, car les trains avaient déjà décollé. En effet, nous demandons à la CENI de poursuivre sans relâche ce processus en cours en vue d'organiser les scrutins dans le respect de la Constitution. Félicitations encore pour le respect des engagements et surtout pour la détermination d'organiser les élections crédibles et apaisées. La Fondation Omari Bignongo remercie aussi le gouvernement et le président Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir disponibilisé les moyens financiers nécessaires à la CENI en cette période où l'économie mondiale est menacée. C'était là donc un membre, M. Omari, voilà, qui parlait des élections qui pointent à l'horizon. Dans la province du Kasaï, au moins 25 maisons détruites par le feu de brousse au village Mamba Poutou, dans le groupement de Bakwa-Fouyi, dans le secteur entre Kasaï-Luanga-Chimou, dans le territoire de Chikapa. L'administrateur du territoire de Chikapa qui livre l'information précise que ces maisons ont été consumées en l'absence de leur propriétaire. Nico Guézé fait savoir que ces familles passent actuellement la nuit dehors dans des conditions difficiles. Les femmes de la République démocratique du Congo appelées à allaiter leur bébé jusqu'à l'âge de 6 mois après la naissance. C'est le vice-ministre de la Santé publique qui a lancé cet appel depuis la province du Lualaba à l'occasion de la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Selon Serge Hollen, le respect de cette mesure porte
plusieurs avantages tels que la réduction de la mortalité infantile. Par la même occasion, le vice-ministre de la Santé publique a fait un lobbying en direction des communautés afin d'accompagner la femme allaitante, surtout celle qui travaille. Le vice-ministre de la Santé, Serge Olen, est au micro de Timothée Prasoudia. Que l'allaitement au sein présente des avantages sur le plan cognitif pour les nourrissons ainsi que pour leur mère et la communauté. Elle donne aux nourrissons un meilleur départ dans la vie et ne pèse pas au budget des familles. Cela permet donc de réduire la pauvreté et de lutter contre la malnutrition. Ainsi, nous allons donc inviter les mères à donner aux enfants le lait maternel dont les avantages ont été décrits précédemment et nous allons demander à la communauté, aux époux, aux parents, aux politiciens, à tous les hommes, à tous les influenceurs d'encourager les mamans à allaiter l'enfant et surtout celles qui travaillent. J'encourage toutes les mères à emboîter le pas pour donner le lait maternel sans eau pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Enfin, je présente ma gratitude à tous les partenaires du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui ne cessent de nous accompagner dans cette lutte sacrée d'amélioration de l'état de la santé et de la nutrition de notre population. C'est donc sur ce mot que je vais lancer officiellement la célébration de la Semaine mondiale sur l'allaitement maternel en RDC. Le vice-ministre de la Santé. On amorce l'atterrissage avec cette page qui concerne la religion, avec la première édition de la grande fête des Juifs qui se poursuit dans la communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme, débuté depuis le 11 août dernier. Cet événement qui se clôture le 20 août se tient sous le thème principal tiré du livre de 2 Samuel et s'intitule « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi ?» Par cette grande célébration, l'initiateur pasteur François Mutombo attend des merveilles pour les Congolais. On écoute tour à tour Florent Mwalimou et François Mutombo. Ils sont respectivement pasteurs à Toronto au Canada et représentants légal de l'église Assemblée chrétienne Voici l'homme. On écoute au micro le Gino Réma Bureau de Charisme. Moi je croyais que non, quand on jeûne beaucoup, quand c'est là Dieu se produit. Non, Dieu se produit quand il veut, comme il veut. Il peut y avoir quelqu'un qui jeûne 100 jours sous 100, rien ne se fait. Tu peux être un homme qui parle en langue, je ne sais pas combien de langues du matin, rien ne se fait. Mais quand Dieu décide, quelle que soit une courte prière, il y a des effets. Pourquoi? C'est Dieu. Alors, ça n'appartient pas à toi pour pouvoir te valoriser, pour dire je suis père. Non, ça appartient à Dieu qui choisit et qui établit. Il nous a élus. Ce n'est pas que nous avons postulé. J'ai aimé, il a parlé sur je suis juif, je suis de la race des juifs et je ne perds jamais. Pour dire que les autres races peuvent perdre. Mais la race juive, c'est une race exceptionnelle, une race mise à part, une race qui ne perd jamais. Je crois que demain, nous montons à une deuxième vitesse. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui hésitent encore, ceux qui sont à la maison, d'être là parce que le quorum vient d'être atteint. Je crois que déjà, à partir de demain, mardi 15, jusqu'au samedi 19, les avant-midi, nous ajoutons déjà le deuxième service, l'école des ministères. Les avant-midi et les soirs, nous allons continuer avec nos assises, la grande fête des jours. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel, Salomon Idi Kalonda sera devant ses juges jeudi 17 août au centre pénitentiaire de Dolo. Le représentant de Moïse Katumbi pour le Grand Kivu a été notifié lundi à ce sujet. Top Congo FM. 26 bandits arrêtés, 11 armes, 11 chargeurs et un lot important de munitions récupérées. C'est le bilan des opérations menées par les éléments de la 32e région militaire et la police nationale contre une bande de criminels en provenance de la province de la Tchopo. Top Congo FM. L'état de siège en Ituri et au Nord Kivu sur les 3 options que les participants examinent à la table ronde à Kinshasa. Il y a 2 voies qui se dessinent et qui pourront être choisies dans chaque camp. Les raisons sont avancées en s'appuyant sur la Constitution. Dans la province du Kasaï, au moins 25 maisons détruites par le feu de brousse au village Mwamba-Poutou dans le groupement de Bakwa-Fouyi dans le secteur entre Kasaï-Luanga-Chimou dans le territoire de Chikapa. Top Congo FM. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde John Condé.
Merci à Patrick Mugongo qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Pascal Kapalay qui était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.